Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième édition de rentrée. J'ai le plaisir d'accueillir Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM Solutions. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. C'est une rentrée en trompe-l'œil avec une inflation qui n'a pas été celle que nous attendions, des marchés actions toujours en baisse. Quelle réalité se cache derrière les derniers chiffres publiés? C'est ce que nous allons décrypter dans notre première partie. Les chiffres d'inflation ont été publiés récemment. Nuno, quels enseignements faut-il en retenir et surtout, est-ce qu'il n'y a pas eu de point d'inflexion concernant la composante de l'inflation? Alors, aux États-Unis, on a eu une inflation globale qui était en légère baisse. Mais ce qui a inquiété les investisseurs, c'est que l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire les éléments stables, moins volatiles que l'énergie ou les matières agricoles, là, on a eu une hausse qui était inattendue et plus importante que prévu, ce qui montre que l'inflation se diffuse à l'ensemble de l'économie. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai également en Europe, où cette composante stable représente plus de 50% maintenant de l'inflation totale. Et donc ça veut dire que dans les prix des produits et des services, on incorpore de plus en plus les hausses, notamment des prix de l'énergie, qui impactent le consommateur. Et est-ce que on est maintenant dans cette spirale salaire-prix également qui est aujourd'hui mise en place? Davantage aux États-Unis qu'en Europe. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a un marché de l'emploi qui est très tendu. On a même plus de 12 millions d'emplois non pourvus. Et donc, assez logiquement, les gens cherchent des emplois mieux rémunérés, démissionnent. Et notamment, c'est vrai pour les quartiles inférieurs, c'est-à-dire les plus faibles revenus, où on partait de loin. Et donc, avec la demande de services en particulier, les consommateurs, mais surtout les salariés, sont en mesure de négocier parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat diminuer. Exactement, en partie impacté par l'inflation. Donc la grande démission n'est pas liée uniquement, comme on l'avait eu après Covid, à un équilibre vie perso et vie professionnelle, mais là on a vraiment un besoin en fait des plus bas salaires de pouvoir conserver leur pouvoir d'achat avec l'inflation qui augmente. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on remarque aujourd'hui. Les banques centrales cherchent toujours à profiter en fait d'une économie relativement résiliente pour pouvoir continuer la lutte contre l'inflation. Oui, aux États-Unis, il est clair qu'on est encore à la limite de la surchauffe, avec notamment des prix de l'immobilier qui continuent à monter et des loyers qui impactent l'inflation. Et donc la Fed est tout à fait dans son rôle à resserrer sa politique monétaire. Et maintenant, on est sur des paliers, d'ailleurs comme pour la BCE, de 75 points de base à chaque réunion, la prochaine ayant eu lieu le 21 septembre. Et on s'attend jusqu'à la fin d'année. Est-ce qu'il y aura un palier d'ici la fin d'année, justement, des politiques monétaires? Est-ce que ça va se calmer un petit peu? Oui, on peut s'attendre à ce que lorsqu'on arrivera autour de 4% pour les États-Unis, la Fed fasse une pause, d'autant plus qu'il y a toujours un délai entre les changements de taux et puis leur impact sur l'économie qu'on estime aux États-Unis autour de 2 trimestres. Et donc, il serait bon que la Fed probablement attende de voir un petit peu l'impact sur l'économie. Il y a des investisseurs qui prévoient, par exemple, une hausse de 100 points de base pour la prochaine réunion, ce qui nous paraît excessif, car la Fed ne veut pas montrer qu'elle est en mode panique. Ça pourrait, à ce moment-là, faire augmenter les primes de risque pour les entreprises et paradoxalement provoquer un problème dans l'immobilier parce que les promoteurs pourraient avoir des difficultés à se financer. Et donc, au lieu de fournir davantage de logements, finalement, ils pourraient en fournir moins, ce qui, in fine, aurait un impact sur les loyers puisqu'il y a un déficit de logements aujourd'hui aux États-Unis. Et on l'a vu, les marchés financiers, je parlais des marchés actions qui étaient en baisse. Comment ont-ils réagi aux derniers chiffres et aux derniers comportements, je dirais, des banques centrales européennes et américaines? Ils ont été un peu pris de court. C'est vrai qu'on avait eu un été relativement favorable pour les marchés d'actions, avec une hausse de l'ordre de 7,5% pour l'indice des actions internationales. On avait même démarré septembre relativement bien. Et puis on a eu cette surprise sur l'inflation américaine et la perspective du maintien de politique monétaire très restrictive à marche forcée, puisque comme vous l'avez souligné, il y a un peu encore une fenêtre d'opportunité cette année, l'économie va encore assez bien, mais les banques centrales finalement sont prêtes à subir une éventuelle récession si c'est le prix à payer pour casser cette spirale inflationniste.
Très bien, nous allons de suite voir quelles peuvent être les décisions en termes d'allocation d'actifs dans cette seconde partie. Depuis février, il y a une corrélation positive entre les actions et les obligations, l'un ne pouvant pas protéger l'autre comme on était auparavant habitué. Vous avez pris également la décision de sous-pondérer pour la première fois depuis un certain temps la poche actions. Si je reviens plus précisément sur cette partie de l'allocation, les actions, quelles opportunités avons-nous encore ? Alors, les marchés d'actions souffrent des tensions sur l'obligataire. C'est pour ça qu'on a cette corrélation positive, c'est-à-dire que lorsque les obligations baissent par la hausse des taux, les actions sont entraînées à la baisse également. Il y a des secteurs qui surnagent, si on peut dire, dans ce panorama difficile. Je rappelle qu'on est quand même sur des baisses supérieures à 15% pour la plupart des grands marchés. Alors il y a d'abord le secteur de l'énergie, évidemment, qui a profité de la hausse des cours depuis le début de l'année. Les matières premières, les valeurs bancaires aussi sont plutôt favorisées par les remontées de taux. Alors qu'elles ont été un peu chahutées ces derniers temps ? Oui, il y avait eu une inquiétude sur le ralentissement de la demande de prêts, parce qu'avec des taux plus élevés, ça peut impacter. Mais pour l'instant, on a eu plutôt un rebond, effectivement, des valeurs bancaires. Et elles sont généralement favorisées par une hausse des taux à long terme. Et puis, on a aussi des pays qui résistent mieux. Le Royaume-Uni, justement, cette année est en positif, si on mesure la performance en euros, avec une légère baisse en sterling, du fait de sa composition sectorielle, justement, et puis d'autres marchés qui sont très liés aux matières premières, qui résistent mieux. Donc on a tendance, je dirais, à garder quelques investissements dans ces zones un peu protégées. Sur le Japon également, le Japon ne souffre pas d'un durcissement de sa politique monétaire. Oui, on a vu que la Banque centrale du Japon était l'une des rares banques à ne pas Tout à fait. mener une politique. Ils n'ont pas vraiment de problème d'inflation majeur pour l'instant. Et donc on essaye de protéger au mieux ces positions en action. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que aussi bien les États-Unis que l'Europe sont impactés au niveau des perspectives bénéficiaires. Jusqu'au deuxième trimestre, on avait des résultats qui étaient assez bons, mais on s'attend à ce que les marges plafonnent, voire commencent à baisser. Et donc la composante résultat dans les multiples, quand on mesure la valorisation des actions, on mesure les prix par rapport aux résultats par action, cette composante résultat risque d'être orientée défavorablement au cours des prochains trimestres. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelque chose à faire, si je puis dire, avec un dollar très fort par rapport à l'euro, un positionnement sur des actions plus internationales, en tout cas pour un Européen ? Il est clair que cette année, la diversification internationale a énormément protégé les investisseurs qui, s'ils étaient restés sur la zone euro, seraient sur des performances beaucoup plus faibles. Un indice d'actions internationales cette année est en recul de l'ordre de 6-7% parce que le dollar s'est apprécié contre l'euro de près de 14%. Donc on a effectivement été protégé. Est-ce que le dollar va continuer à se renforcer ? Il faudrait qu'il y ait un différentiel qui se maintienne à un niveau élevé, voire qui s'accroisse du côté des États-Unis. Or, on a plutôt l'impression que désormais la BCE et la Fed marchent de concert et donc on ne devrait pas avoir une appréciation aussi forte et un décalage aussi fort du dollar qui est déjà assez fortement valorisé par rapport à l'ensemble des devises d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les obligations aussi ? Oui, alors les obligations souffrent très logiquement de la remontée des taux courts. Alors, les taux longs remontent moins que les taux courts, puisque à un moment donné, si on se projette sur l'inflation à long terme, on ne s'attend pas aujourd'hui à ce qu'elle reste aussi élevée. Et donc, la prime de terme des obligations, qui reflète la valeur temps, finalement, elle a moins besoin de monter. Mais on a quand même effectivement des hausses de taux longs. On est aujourd'hui autour de 1,70 sur le taux à 10 ans allemand. Il y a encore quelques semaines, en juillet, on était tombé à 0,80. Donc on voit l'amplitude des variations et donc ça se traduit par des reculs assez sévères des indices obligataires. En zone euro, on est quand même proche des 14% de baisse cette année, ce qui montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la poche obligataire ne permet pas de compenser, comme elle l'a fait par exemple en 2008, la baisse des actions par effet d'amortisseur et par refuge, ce qui est son rôle d'habitude. Cette année, ça ne fonctionne pas et on a donc des fonds dits défensifs ou prudents qui souvent enregistrent des pertes de l'ordre de 10-12% depuis le début de l'année.
Donc on reste sous-pondéré sur les actions, sous-pondéré sur les obligations et un peu plus de cash aujourd'hui dans les portefeuilles. Un peu plus de cash malheureusement avec des rémunérations sur les SICAV monétaires qui redeviennent positives. Ça c'est aussi une grande nouveauté depuis déjà de nombreuses années. Merci Nono pour cet éclairage. Merci Caroline. Nous comprenons qu'il faut faire le dos rond en attendant plus de visibilité d'ici la fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances de décryptage.